Messieurs, dames, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Vous venez nombreux et ça nous fait plaisir parce que ça montre que vous vous intéressez à la vie de votre copropriété et que vous vous intéressez également à la valeur verte, à l'avenir de votre copropriété, puisque c'est le thème qui sera abordé ce soir avec nos intervenants. Un tout petit mot pour vous expliquer ce qu'est l'UNIS. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est notre organisation professionnelle nationale qui est découpée en secteurs géographiques et qui représente tous les métiers de l'immobilier. Donc syndic, gestion locative, transaction, expertise, promoteur rénovateur. Donc nous sommes tous rassemblés et nous avons une plateforme de formation de façon à ce que tous les collaborateurs soient formés. Et puis également une veille juridique extrêmement pointue et importante, entre autres choses. Donc nous sommes découpés en régions. Je suis la présidente de la région administrative Grand Est, et Maxime Pi, qui est là, est le président Alsace. Je vais lui laisser la parole et il va vous présenter les intervenants et les sujets qui seront abordés. Merci Catherine. Catherine Dose, donc, qui n'est pas seulement une présidente régionale active et efficace, mais qui est également expert judiciaire. Bienvenue, merci d'être venu ce soir à l'Université de la copropriété de l'UNIS. Donc le thème abordé est la rénovation énergétique des bâtiments. Les travaux d'économie d'énergie, donc un thème intéressant actuellement, on est en plein dedans. Donc ce soir, effectivement, ce thème va être abordé sous forme d'une table ronde. Alors je laisserai les intervenants se présenter plus précisément. Ils le feront mieux que moi, mais pas plus longuement. Vous aurez un maître de cérémonie, on va dire, qui est Elisel, là, qui représente la société Octave. Donc vous aurez le loisir de poser des questions, n'hésitez pas à vous manifester, des gens passeront dans l'auditorium avec des micros. Alors par contre, posez des questions s'il vous plaît d'ordre général. Pour les points particuliers, vous aurez tout le loisir de rediscuter encore avec ces personnes après, pendant le cocktail. Voilà. Donc à l'issue, voilà, le cocktail, le petit moment sympa et convivial, où vous pourrez rencontrer également nos partenaires qui sont impatients de vous voir et de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vais laisser la parole à Elie. Juste un petit truc très pratique pour les parkings. Quand vous sortez, vous redonnez votre ticket à l'agent de sécurité. Il vous l'échangera contre un ticket gratuit. Voilà. Elie, je te laisse la parole. Merci encore. Merci Maxime, merci Catherine. Et merci tout d'abord pour l'invitation et merci à vous tous d'avoir répondu présent. Un sujet ô combien important dans ce contexte. Donc Maxime Pi a fait la présentation un peu du déroulé. Je reprends, il y aura 3 grandes parties avec différents intervenants. On va faire une petite introduction sur le contexte réglementaire, un petit rappel qui sera assuré par Maître Young qui est avec nous. Après, on abordera sous la forme d'un retour d'expérience d'une copropriété qui a fait des travaux de rénovation énergétique et qui est passée par les grandes étapes de la construction d'un projet, de la réflexion jusqu'à la réalisation, hein, parce que là, les échafaudages sont en train d'être démontés. À travers ce retour d'expérience, ça sera l'occasion de présenter les grands acteurs dans un projet de rénovation énergétique. Donc on a avec nous à Onaba qui est un bureau d'études et le cabinet d'architecture Henschel et Kubler. Donc merci à vous aussi de participer. Et dans une dernière partie, on abordera les solutions à la fois techniques et financières. Techniques avec la société Sto qui est présente, NG Home Service qui est présente aussi, et donc moi je représente la société Octave. Notre rôle c'est d'accompagner les copropriétés sur la recherche de subventions et solutions de financement aussi. Donc j'aurai le loisir de vous expliquer tout ça. Entre chaque partie,
Comme a dit Maxime, ça sera l'occasion de prendre les questions sur les parties qu'on aura balayées. Donc voilà, il y aura un temps pour ces questions-là au fur et à mesure du déroulé. N'hésitez pas à les préparer et ensuite on fera passer les micros. Et donc juste une règle, attendez bien d'avoir le micro en main parce que les questions sont tout aussi intéressantes que les réponses. Bien, allons-y. Le contexte énergétique, aujourd'hui, on le connaît avec la hausse du prix de l'énergie. Il y a aussi un contexte réglementaire. Et là, je vais demander à Maître Young si vous voulez bien me rejoindre pour... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je viens au pupitre? Ça sera peut-être plus sympa. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands... Bonjour à tous. Les grandes annonces. Alors, deux points de présentation là, de mon intervention. Il m'a été demandé de vous présenter la loi climat et résilience qui date déjà de l'année dernière, puisqu'il s'agit d'une loi du 22 août 2021. Et le contexte réglementaire, c'est la succession de tous les décrets qui sont intervenus depuis cette loi. Alors, je ne vais pas vous faire une lecture complète de tous ces décrets parce que je risque de vous perdre. Je vais vous donner des éléments qui, de mon point de vue, sont les plus saillants de l'esprit de cette réforme, parce qu'il y a des nouveautés. Et j'espère aussi, alors c'est un challenge, réussir, mais je pense que les autres intervenants le feront mieux que moi, rassurer. Parce que c'est vrai qu'il y a un flou, j'en suis parfaitement conscient, y compris d'ailleurs pour nous juristes. Il est absolument important de le lever. On a beaucoup de réponses aussi à vous apporter. Et il y a aussi beaucoup de solutions en termes d'anticipation et d'organisation sur les projets. Parce que la loi, c'est bien, mais in fine, elle ne sera appliquée et bien appliquée qu'à la condition que vous adhériez au projet. Et donc, on parlera, je pense aussi, dans un temps de cette rencontre, on parlera aussi des méthodes pour créer des groupes de travail avec les propriétaires, groupes de travaux les plus larges possibles, transversaux, pour pouvoir aborder ces projets le plus en amont, le plus concrètement possible, et donc lever les doutes s'il y en a, et je suis absolument convaincu que cela est possible. Donc il faut de la pédagogie et de la patience. Alors l'esprit de la loi climat et résilience, cette loi finalement pensée pour nous permettre, c'est la définition de la résilience, de résister au choc climatique, ou en tous les cas de tenter de faire face à ces effets les plus extrêmes. Une loi, c'est toujours un document qui pose les grands principes, et après, on attend petit à petit les décrets d'application, parce qu'une loi sans décret, en réalité, ne s'applique pas. Donc on va vous parler de la loi climat et résilience aujourd'hui, mais surtout des quelques décrets, il y en a eu beaucoup qui sont intervenus, c'est une matière mouvante. C'est aussi difficile pour nous juristes que pour vous propriétaires de le suivre, d'où l'intérêt de cette synthèse. Alors moi j'ai mis 3 ou 4 dates sur le premier slide. Alors il y a des décrets, une série de 2 décrets qui sont intervenus pour définir, et ça c'est relativement important, les conditions de qualification des professionnels qui peuvent être consultés pour la réalisation aussi bien des nouveaux DPE que des audits énergétiques, c'est-à-dire les documents obligatoires pour les ventes d'appartements classés en catégorie F et G à partir du 1er avril prochain. Vous ne pouvez pas faire appel à n'importe quel professionnel. On a aujourd'hui une définition réglementaire depuis le 25 avril et depuis le 9 août, une définition réglementaire. Donc c'est essentiellement, bien entendu, des bureaux d'études et des diagnostiqueurs, mais leurs qualifications sont aujourd'hui définies par le pouvoir réglementaire. Alors, la loi climat et résilience, elle a posé un autre principe. Et là, on est plus spécifiquement sur le thème de la copropriété, un principe qui est assez intéressant, qui est celui d'étendre finalement l'objet d'une copropriété. Avant la loi climat et résilience, l'objet d'une copropriété, c'était essentiellement entretenir les parties communes et sauvegarder les parties communes de l'immeuble, et c'était naturellement au syndic de s'y employer. On a aujourd'hui, et c'est important de le souligner, on a ajouté dans la mission finalement de la copropriété, donc c'est-à-dire de vous tous qui vous exprimez à l'occasion d'une assemblée générale, la mission d'améliorer. Et ça c'est très important, ça pour le coup ce n'est pas qu'un vœu pieux,
Améliorer, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez en copropriété, alors non seulement la possibilité, mais également le devoir. Alors pourquoi le devoir? On en vient au troisième intérêt, de mon point de vue, de cette réforme, et Elisel vous en a déjà touché un mot, c'est la création par un certain nombre d'obligations qui existent aujourd'hui d'une valeur verte correspondant au prix de vos logements. Alors, il y a un certain nombre de professionnels de la vente dans cette salle. Il est évident que dès qu'il y a eu des premiers règlements ou des premières annonces sur eh bien, les possibilités ou non d'augmenter le loyer, sur les possibilités ou non de louer, sur les possibilités ou non de vendre, la valeur immédiate, la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur marché, a immédiatement été impactée. Et je vous invite à interroger des professionnels ce soir et vous verrez que dans leur propre analyse, dans leurs propres estimations, ce sujet est devenu en réalité un sujet prioritaire. Le dernier élément, et on pourra peut-être à cette occasion passer au slide suivant, le dernier élément qui est important, c'est que cette loi, pour une fois, a posé eh bien, un certain nombre de sanctions. Alors, là, c'est un petit moment d'anecdote, mais j'ai eu l'occasion cet été de parcourir la première thèse de doctorat qui a été soutenue par une juriste parisienne sur le climat et le droit des obligations. 450 pages, assez touffues, une belle synthèse, dont j'ai retenu essentiellement deux choses. Que l'obligation d'information en matière climatique n'a cessé de s'étendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sujet irrigue la plupart des transactions, la plupart des contrats en matière immobilière. En revanche, quand on parle de sanctions, il n'y a plus personne. Et vous savez, nous, juristes, nous disons toujours qu'une règle de droit n'existe que s'il y a une sanction. Parce que s'il n'y a pas de sanction, en fait, c'est une sorte de propos sympathiques pour se donner bonne conscience. Or là, nous avons aujourd'hui des sanctions. Alors c'est l'exercice qui peut être à la fois le plus opérationnel pour vous, qui n'est pas forcément le plus eh bien, sympathique pour moi, parce que c'est un exercice qui en réalité est très finalement linéaire. Il y a des dates qui ont été posées. Voilà. Alors les dates essentielles que vous devez retenir, c'est interdiction d'augmenter son loyer pour les logements classés en catégorie F et G, et ça c'est applicable depuis le 24 août 2022. Donc vous voyez, on est dans le concret, ça ne cesse de bouger. Là on est sur l'interdiction de l'augmentation des loyers, et on va progressivement, 1er janvier 2025, 1er janvier 2028, aller du stade d'une interdiction de l'augmentation du loyer au stade de l'interdiction de la location. De l'interdiction de la location tout court, sauf naturellement à avoir réalisé des travaux qui vous permettent de justifier eh bien, d'un abaissement du classement de votre logement. Donc ces dates, elles sont aujourd'hui eh bien, figées, elles ont été posées par le gouvernement, elles s'appliquent donc immédiatement. Alors, il y en a une qui s'est intercalée en cours de route, qui s'est intercalée non pas en termes d'interdiction en lien immédiat avec un classement d'appartements, mais en lien, alors c'est un peu technique, hein, les ingénieurs en parleront d'une manière peut-être plus imagée, c'est sous l'aspect d'essence de votre logement. Vous devez savoir en tant que propriétaire que vous n'avez pas la possibilité de louer un logement qui ne correspond pas à des critères posés par un décret de 2002 sur la décence de votre logement. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques. La performance énergétique en fait dorénavant partie. Et pour ces logements, alors là on ne parle pas de catégorie, mais la réalité c'est qu'on a naturellement étudié les conséquences de ces décrets. En fait on est en train de parler essentiellement de la totalité des logements classés en G. Pour cela, on est déjà dans eh bien, un logement indécent à partir du 1er janvier 2023. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logement indécent? Puisque la loi n'a pas dit, eh bien, comme je vous l'explique, classement en catégorie G, le logement indécent c'est celui dont la consommation énergétique dépasse les 450 kWh par mètre carré de surface d'appartement. Et ça, je vous défie de le calculer vous-même, puisqu'on ne parle pas de l'énergie primaire, mais peut-être que monsieur pourra nous en parler. Énergie primaire qui, elle, est le critère. L'énergie primaire, c'est l'énergie eh bien, produite, qui est retenue comme valeur de référence pour l'étiquette accolée à votre logement.
Mais quand il s'agit de savoir si votre logement est décent, c'est l'énergie finale, c'est-à-dire celle qui, in fine, arrive dans votre appartement. Bon, alors c'est pas très simple. Ce qui est certain, c'est que pour le simplifier, il y a des professionnels. Je crois que tous sont représentés aujourd'hui. En tous les cas, ces chiffres, alors je tiens par honnêteté intellectuelle à préciser que ce n'est pas moi l'auteur de cette infographie, mais en fait je l'ai trouvée parfaite et c'est la raison pour laquelle je l'ai reproduite naturellement. Avec la source, c'est une étude de notaire là qu'il a publiée il y a une dizaine de jours, mais vous avez les dates principales. Alors, pour poursuivre et peut-être conclure sur l'aspect réglementaire, il y a un autre décret qui est paru, celui-ci, avant l'été, alors qui est peut-être un petit peu plus réfléchi dans le cadre des immeubles placés en copropriété, c'est le décret sur le droit de surplomb. Donc la possibilité, en réalité qu'on soit monopropriétaire ou syndicat des copropriétaires, d'isoler les parements de sa maison par l'extérieur en empiétant sur une certaine surface, sur l'espace finalement du propriétaire voisin, avec une contrainte aussi de hauteur. Vous ne pouvez pas le faire jusqu'au sol du voisin, sauf accord du voisin. Tout ceci doit se faire selon un formalisme très particulier. Vous devez adresser une lettre recommandée à votre voisin avec un projet de convention pour que tout ceci soit bien ficelé. Naturellement, on attend toujours le décret qui nous expliquera quel est le contenu de cette convention, mais peu importe. L'essentiel est là, c'est qu'on a maintenant une base pour essayer de cadrer cette possibilité d'isoler par l'extérieur. Et je poursuis. On est un peu moins dans l'activité réglementaire, mais tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dans la salle en parler. Il y a d'autres manières aussi d'isoler, également par le toit. Alors, la toiture naturellement, mais sur les immeubles avec, par exemple, des toits plats, il y a, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous travaillent sur ces solutions, des possibilités de surélévation et qui sont devenues aujourd'hui des outils, alors, qui nécessitent, là pour le coup, de sacrés experts et notamment des architectes bien expérimentés, mais qui sont aujourd'hui de belles solutions aussi de complément pour permettre de renforcer l'isolation d'un logement, l'isolation d'un immeuble. Voilà pour je pense, l'essentiel des grandes lignes des décrets qui sont intervenus. On en attend encore d'autres, mais sur l'impact sur la location et la vente, 1er avril 2023, je pense que sur cette présentation, vous avez les dates clés. Ouais, merci. Merci, maître. Je retiens deux choses. D'une, pour une fois, en copropriété, on a une loi avec une sanction, vous l'avez dit. Combien de gestionnaires qui sont présents ici savent qu'il y a beaucoup d'obligations pour le syndicat de copropriétaires, mais qui ne sont pas accompagnés de sanctions. Donc en Assemblée Générale, ça fait toujours l'objet de la question, bon, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Là, on rentre dans cette période maintenant de sanctions pour le propriétaire bailleur, parce que là, c'est les propriétaires bailleurs qui sont dans la salle sont bien sensibilisés à cette question-là. Pour les propriétaires occupants, on a une sanction maintenant qui arrive à chaque fin du mois quand il faut payer la facture de chauffage ou les charges de chauffage. Donc on rentre dans une période qui va devenir, en tout cas, qui oblige de plus en plus à rénover son logement et donc son immeuble. On peut prendre peut-être quelques questions sur l'aspect réglementaire, s'il y a besoin de compléments, sinon on poursuit. Alors, on voit pas bien. Alors en régie. Alors non, c'est l'image qui est comme ça. Je pense que l'étude doit être, l'infographie elle est accessible. Ah oui, bien sûr. Je pense que sur Internet vous retrouvez l'infographie, mais je pense que là c'est plus un problème de qualité d'image. Vous avez la source en bas à droite du slide, Synergie Notaire. C'est une étude de notaire qu'il a diffusée il y a une dizaine de jours. Okay. Merci, maître. Ah, pardon. En haut, on a une question. Dans l'ombre. Bonjour. Qu'en est-il des réglementations vis-à-vis des bâtiments de France quand vous avez des conflits réglementaires avec les bâtiments de France dans certaines en termes de rénovation? Est-ce que vous avez une réponse à ce niveau-là? Alors, des conflits, c'est-à-dire quoi? L'architecte des bâtiments de France qui s'oppose à votre projet? Alors,
situation, alors il se trouve que j'y suis confronté actuellement, place de Haguenau. Alors la première démarche, c'est négocier. Il est plus simple aujourd'hui, monsieur, de négocier que par le passé, compte tenu de l'importance de cet enjeu, mais ceci dit, la réglementation s'applique quand même. Au-delà, alors je ne sais pas exactement si cette réponse va vraiment vous réjouir, mais à partir du moment où la réglementation s'y oppose, de deux choses l'une, soit l'application de cette réglementation par l'architecte des bâtiments de France est inexacte et il faut la contester, il existe des recours pour ça. Naturellement, ce sont des recours qui prolongent d'autant les possibilités de réalisation de vos travaux, soit s'y plier. Et à partir de ce moment-là, trouver eh bien une solution alternative. Je sens que vous y êtes vous-même confronté. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, on a les mains qui se... Alors, juste un instant, madame. On va vous donner le micro pour que tout le monde puisse entendre votre question. Essayez de rapprocher votre micro juste un petit peu. Plus près de la bouche. 1, 2, 3, Voilà, c'est très bon. bien. C'est parfait. Est-ce que nous qui avons des beaux bâtiments avec les toits plats, on pourrait profiter pour installer des panneaux solaires pour produire nous-mêmes notre électricité, voire alléger la facture? Est-ce que la loi nous autorise? Alors, je me permets de répondre à cette question, même si on n'est pas sur la partie réglementaire, plus sur la partie technique, donc on aura l'occasion d'aborder ça, même si on ne parle pas d'énergie renouvelable, mais la question est, rien ne vous interdit à installer des panneaux solaires, donc bien sûr, la réfection de toiture, c'est l'opportunité pour avoir une réflexion sur d'abord son isolation, pourquoi pas sa végétalisation aussi, ça devient un sujet de plus en plus important, notamment pour les périodes de canicule qu'on a subi cet été. Donc la végétalisation de la toiture, ça participe au rafraîchissement du bâtiment. Et pourquoi pas installer des productions de photovoltaïque, de solaire photovoltaïque. Merci. Merci. Alors j'avais monsieur juste après pour la partie réglementaire. Et après on enchaînera sur la suite. Bonjour, une question par rapport au slide là. 1er janvier 2023, location interdite pour les classes G. Comment ça se passe quand un locataire est déjà en place et que c'est pour les nouvelles locations. Hein. C'est pour les nouvelles locations. Oui, c'est pour les nouvelles locations. Ok. Et dans le cas où, dans une copropriété, avec une majorité de propriétaires occupants et une minorité de propriétaires bailleurs, on souhaite faire des travaux pour améliorer le diagnostic et que les travaux ne peuvent pas être votés parce qu'on n'a pas la majorité. Est-ce que des dérogations sont prévues dans ces cas-là? Alors il y a une dérogation, mais attention, une dérogation a une sanction. C'est-à-dire que si le locataire vous adresse une réclamation sur ce sujet et en demandant à un juge, est-ce que le juge vous contraigne à réaliser ces travaux, du fait de l'opposition de la copropriété, vous pourrez effectivement indiquer que cette obstruction ne dépend pas de vous. Attention, parce que ça vous permet d'être exonéré d'une condamnation à faire les travaux. Mais cela dit, ça ne vous exonérera pas d'un reproche de votre locataire qui, naturellement, s'empressera de vous demander une réduction du loyer et des dommages d'intérêt. Et si le locataire est au courant que l'appartement est classé EF, ça ne change rien du tout. Et que lui est d'accord, il ne peut pas être d'accord parce qu'en fait ces dispositions-là, alors dans notre vocabulaire on appelle ça des dispositions d'ordre public, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être d'accord avec quelque chose d'illégal. Et même si on est d'accord avec quelque chose d'illégal, ça reste illégal. Alors, oui, je comprends bien. Je vous invite à poser une dernière question si vous avez, et après on va continuer. Ouais. Donc, je reviens sur le cas d'avant, donc où on n'a pas où on n'a pas la majorité. Si par décision de justice on doit les faire, du coup c'est quand même réparti sur l'ensemble des copropriétaires qui n'étaient pas d'accord au départ, ou c'est réparti qu'avec ceux qui veulent les faire? C'est une assez bonne question, un peu compliquée. C'est-à-dire que vous pouvez demander en réalité deux choses, ce qui est la même chose pour par exemple ce projet d'installation de panneaux voltaïques. Il y a toujours deux possibilités en copropriété.
la possibilité de demander à ce que la copropriété vote elle-même ses travaux, elle les vote et par définition, elle les finance. Bon. Si elle a refusé de les voter et que vous demandez l'autorisation à un juge de vous autoriser, vous, c'est que pour que vous puissiez les réaliser, et dans cette hypothèse, ce sera uniquement à vos frais. Ok, merci beaucoup. Merci. Maître, je pense que vous pourrez laisser des cartes de visite à la fin. J'ai les questions. D'accord, je ne vous voyais pas. Alors, je vous fais une faveur pour une dernière question et après on enchaîne. Alors, juste le micro, madame. Il est là. Vous avez utilisé le terme valeur verte, si j'ai bien noté. Effectivement, oui, valeur verte. Et que la valeur du logement serait impactée effectivement par la loi climat et résilience. Aujourd'hui, si j'ai bien compris en fait votre exposé, de toute façon, la loi s'impose, elle s'impose à nous. Donc de toute façon, je ne vois pas où serait l'impact sur le logement, à part évidemment le prix de ce qu'il va falloir mettre en copropriété pour aménager et pour être conforme à la loi. C'est bien de ça dont je parlais. C'est bien de ça dont vous parliez. C'est bien de ça dont je parlais, mais très concrètement, depuis que cette loi existe, oui, c'est le premier sujet. Alors là je ne suis pas forcément le mieux placé. Il faudrait par exemple interroger Monsieur Peraldi. C'est la première question que l'on aborde aujourd'hui quand on est confronté à des logements de cette nature. Et c'est le premier argument de négociation qui va venir dans la discussion. Alors je suis tombée aussi sur un autre cas en fait que j'aimerais bien soumettre, c'est que des travaux d'isolation ont été faits par un propriétaire avant en fait tous ces travaux-là, et du coup on ne considère pas ces travaux d'isolation faits par un professionnel, et donc son logement est classé tout de suite en F ou en G. Est-ce que c'est vrai? Alors attendez, donc des travaux. Non. Alors c'est des travaux qu'il a fait il y a plus de 10 ans pour isoler son logement. Et aujourd'hui, il veut mettre ce logement à la vente, et on lui répond que non, ces travaux étant faits par lui-même, l'isolation, on ne considère pas que ça a été fait par un professionnel, et que du coup son logement est classé en G ou en F ou en G. D'accord. Parce qu'en fait, il n'avait pas fait de DPE. Il n'avait pas fait Non, il a fait le DPE, c'est là qu'on lui a répondu ça. C'est des travaux qu'il a fait lui-même. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que je vais juste me tourner vers Aonaba qui fait des diagnostics. Désolé pour la question piège, mais est-ce que là dans ce que dit Madame, est-ce que des travaux même faits par une personne, donc par un non professionnel, est-ce qu'ils ne sont pas reconnus quand vous réalisez des DPE? Non, juste le micro. Le micro. Bonjour à toutes et à tous, Thomas Nguyen du bureau d'études thermiques à Onaba. Par rapport à la question, effectivement aujourd'hui le DPE étant devenu opposable, vous devez nous fournir des preuves de l'isolation qui a été installée. Si nous n'avons pas ces preuves-là, type facture d'une entreprise ou facture des éléments qui ont été installés, même par le propriétaire, on a la possibilité de mettre par exemple isolation inconnue, ce qui fait que l'isolation qui sera prise en compte pour le diagnostic sera relativement faible par rapport peut-être à une isolation plus grande qu'il aurait mise. Mais vu qu'on fait du contrôle visuel, on ne fait pas de carottage par exemple dans le mur, on ne peut pas être sûr que ce qu'il dit est vrai. Donc par rapport à ça, on va prendre en considération ce qu'il a fait, mais il faut qu'il nous apporte une preuve des éléments installés. Voilà, je pense qu'on est dans cette situation-là. Maintenant, parce qu'on parle bien d'un DPE à l'échelle de l'appartement. Donc s'il y a des travaux qui ont été faits à l'échelle de l'appartement, ils sont normalement pris en compte à partir du moment où il y a une justification qui a été abordée. Bien, je vous propose d'enchaîner. Donc ça, c'était la petite introduction voilà, pour mettre un peu l'ambiance sur le contexte qu'on vit actuellement. Problème d'énergie, c'est bon, ça revient. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait? La question, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un immeuble? Je vous présente là notre copropriété qui va nous servir d'illustration pour aborder les différents thèmes. Vous voyez, c'est une copropriété assez classique, un cube des années 70. À cette époque-là, c'était construit sans aucune obligation d'isolation. Il y a là-dedans 14 logements gérés par un syndic professionnel et avec du chauffage individuel. Pour aborder un projet de rénovation énergétique,
Je vous invite à retenir cette frise qui présente les grandes phases, ce que je vous disais, de construction d'un projet. La première étape, qu'on appelle phase conseil, c'est la réalisation d'un audit énergétique. Qu'est-ce qui peut être fait sur la copropriété? C'est ça la question. Quelles sont les options qui s'offrent à la copropriété pour améliorer sa performance énergétique? Cette copropriété, elle a réalisé cette étude fin 2019. Je vous ai mis quelques extraits. Déjà, l'étude, qu'est-ce qu'elle dit? Elle classe le bâtiment. Votre bâtiment, il est en étiquette D, avec une consommation énergétique en énergie primaire. Maître Young l'a très bien expliqué. On est à 201 kWh par mètre carré par an. Voilà, c'est les étiquettes que vous voyez. Là, c'est à l'échelle de l'immeuble. L'état des lieux, il est assez simple. Je vous ai dit, c'est un bâtiment des années 70. Il n'y a pas spécialement de travaux qui ont été effectués dessus. On est sur des murs très déperditifs. Il n'y a aucune isolation. Il y a un crépi éclaté, des endus manquants. On a une petite complexité avec une façade mitoyenne sur une parcelle voisine. On parlait là des aménagements liés à la loi climat et résilience qui permet aujourd'hui de faciliter cet empiètement. On a une toiture terrasse, pareil, qui est assez déperditive. On a une fine couche d'isolation, hein, mais une intervention à prévoir dessus parce que des problèmes d'étanchéité. Sur le plancher au plafond des caves, on appelle le plancher bas. Typiquement, ce que vous avez tous dans vos caves, des dalles à nu avec pas mal de canalisations qui traversent à la fois les parties communes et dans les caves parties privatives. Au niveau des menuiseries des parties communes, on est sur une porte d'entrée en aluminium mais double vitrage ancien. Après, au niveau des parties privatives, les copropriétaires, au fur et à mesure des changements d'appartements, ont réalisé des travaux et des changements. Il reste ces briques de verre dans les couloirs, à chaque palier, voilà, des briques qui sont assez déperditives. La ventilation, gros sujet, la ventilation. Cette copropriété, même si le réseau est en mauvais état, a la chance quand même d'avoir une installation de ventilation. Situé dans des conduits qui traversent chaque appartement, donc qui alimentent chaque appartement, et on retrouve tout le réseau de gaine sur la toiture terrasse. Et on a dit c'est du chauffage individuel, donc chaque copropriétaire a sa chaudière murale dans son appartement qui va produire le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Certaines installations ont été démontées pour passer du chauffage électrique. On a une mixité là-dessus. Ça, c'est un état des lieux dressé par l'étude. C'est une première partie. Faire l'état des systèmes, du bâti, dresser l'étiquette énergétique. Mais ce qu'on attend dans l'étude, c'est faire des préconisations de travaux. Je vous ai mis un extrait ou une synthèse. 3 scénarios ont été étudiés par le bureau d'études. Premier scénario, c'était pour répondre aux besoins de la copropriété. La copropriété se posait la question on a vu l'état décrépit, il faut faire un ravalement de façade. Okay. Ravalement de façade avec ou sans isolation. L'étude porte sur, premier scénario, isolation des murs de l'ensemble des façades et on en profite pour changer les menuiseries dans les parties communes. Ça, c'est le scénario numéro 1. Scénario numéro 2, on va plus loin. C'est l'occasion de cette première phase, la phase conseil, c'est d'étudier tous les champs des possibles, bien sûr avec un regard technique sur la faisabilité, mais c'est d'élargir le périmètre un peu de travaux pour faire peut-être évoluer la réflexion de la copropriété. Notamment, ce scénario 2, il va parler de la ventilation. On a vu que c'était vétuste, il y a des problèmes d'humidité. Qui dit isolation des façades veut dire changement de comportement du bâtiment. Donc il faut derrière gérer le système de ventilation. Donc adaptation, remise à niveau du système de ventilation et on accompagne ça avec l'isolation du plancher bas. Et le troisième scénario va plus loin puisqu'il intègre l'isolation de la toiture terrasse. Et là on parle de la rénovation globale de l'immeuble.
L'étude, dans ses préconisations de travaux, va lister quelques points techniques et va donner ce qui nous intéresse, le résultat final. Scénario 1, on passe de l'étiquette D à l'étiquette C. Alors, désolé pour le... je vais vous dire, on est à 141 kWh par mètre carré par an. Donc on est en bas de l'étiquette C. Et le scénario 2 et le scénario 3 vont bien sûr améliorer pour arriver en haut de l'étiquette C pour le scénario 3. On est à 104 kWh par mètre carré par an. Pour vous donner un ordre d'idée, à 104 kWh par mètre carré par an, en Alsace, on parle de niveau BBC, bâtiment basse consommation, quand on est en rénovation. Ne pas confondre avec le niveau BBC quand on construit. Là, en rénovation, c'est un niveau très performant. Les deux scénarios, à noter qu'ils permettent l'atteinte d'un gain de 35%. L'étude, et c'est aussi notre rôle chez Octave, c'est de compléter cette étude-là avec l'approche financière. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est savoir avoir une notion de l'investissement à prévoir pour chaque scénario et quelles subventions sont possibles. Ça rentrait dans le détail, mais ça donne quand même l'idée aujourd'hui de la politique d'aide qu'il y a. Le scénario 1, en termes d'investissement, il est moins important que les deux autres scénarios. Forcément, on fait moins de travaux, mais il n'atteint pas ces fameux 35% que je vous ai présentés. 35%, c'est un seuil pour bénéficier des aides les plus intéressantes. Donc sur ce scénario 1, la copropriété va pouvoir bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est des aides qu'on peut avoir auprès des fournisseurs d'énergie, à hauteur de 20 000 euros sur un investissement qui avoisine les 150 000 euros. Donc en dehors de cette aide-là, le reste doit être financé par les copropriétaires. Les scénarios 2 et 3 sont plus intéressants pour la copropriété parce qu'on va basculer au-dessus des 35% de gain énergétique, et ça c'est cette étude-là qui nous le démontre. Et à partir de là, à partir de cette information, on sait que la copropriété va pouvoir aller chercher le dispositif principal aujourd'hui qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété, qui pour le scénario 2 avoisine les 85 000 euros et on est au-dessus de 90 000 euros pour le scénario 3. Et ça c'est MaPrimeRénov' copropriété. Et en plus de ça, on a la chance ici d'avoir un dispositif régional qui s'appelle le dispositif Climaction, qui en fonction du bouquet de travaux propose une aide, à condition de faire un bouquet de travaux qui inclut l'isolation des façades et la ventilation à minima. Finalement, quand on a ce diagramme-là, quand on présente ça dans les copropriétaires, c'est assez significatif puisque ce qui nous intéresse, c'est bien le reste à charge. On parlera en fin de présentation de quels sont les mécanismes aujourd'hui pour financer, préfinancer les aides. Ça, c'est un autre sujet. Mais au final, l'opération qui coûte peut-être plus cher, pour les copropriétaires, à terme, est plus intéressante que de se limiter à des travaux aux premiers besoins. Là, on se rend compte que pour cette copropriété-là, il y avait tout intérêt à faire cet audit énergétique pour reconsidérer le programme, l'intervention sur la copropriété, sur l'immeuble. On ne parle plus de ravalement de façade avec isolation, on parle là de rénovation globale. Leçon numéro 1, dans votre réflexion au sein de votre copropriété, c'est d'être accompagné. Déjà, première conclusion de cette partie, c'est d'être accompagné. Être accompagné par un bureau d'études pour réaliser cette étude énergétique, qu'on appelle audit énergétique. Alors là, je me tourne vers Aonaba, vous existez depuis 2007, c'est votre cœur de métier, l'audit énergétique, les DPE collectifs. Alors question vraiment concrète, combien de temps il vous faut pour réaliser ce genre d'études, de quoi vous avez besoin? Merci Élie pour la question. Lorsqu'effectivement on intervient sur votre copropriété ou sur une maison, sur un bâtiment d'entreprise, on est effectivement amené à venir sur place, à faire état des systèmes existants, de tout ce qui est parois opaques, parois vitrées, système de chauffage, production de chaude sanitaire, ventilation, etc. Donc on va passer une demi-journée, voire une journée sur place. On a effectivement besoin du concours des différentes personnes qui composent la copropriété, à savoir des membres du conseil syndical qui généralement connaissent bien
leur bâtiment, mais également tout type d'habitants. Donc ça peut aussi être des locataires qui peuvent nous ouvrir leurs portes pour qu'on puisse venir prendre les mesures chez eux. Mais voilà, on a besoin de personnes qui sont sur place. On a besoin d'accéder aussi aux toitures, combles, chaufferie, sous-sol, afin de vraiment d'avoir une vue globale de votre bâtiment. À partir de là, on va regrouper les données. On laisse également des questionnaires pour les personnes qui ne sont pas présentes le jour de notre visite, et on va analyser toutes ces informations. Et notre travail consistera effectivement à vous donner un rapport qui vous permette de faire un choix sur une rénovation énergétique ou pas. Dans ce rapport, Elie en a parlé, on fait état de la situation existante, donc au niveau de la performance énergétique, encore une fois de tous les systèmes et du bâti. Et on va proposer divers scénarios qui vont être graduels, donc de la réduction des besoins, de l'amélioration du confort toujours, jusqu'à une haute performance énergétique qu'Elie a également évoquée pour un bâtiment afin qu'il arrive à un seuil de au moins 104 kWh par mètre carré par an, correspondant à l'étiquette C, BBC en rénovation. Voilà. Et dans ce rapport d'audit énergétique, donc là effectivement la question initiale c'était combien de temps ça dure, donc on est quand même sur plusieurs semaines, le temps de recevoir les questionnaires, d'étudier les différents scénarios, et surtout que ces scénarios ils correspondent aux aides existantes pour que vous puissiez en bénéficier. On a parlé de MaPrimeRénov', on pourrait parler aussi de certificats d'économie d'énergie, ainsi que le plan fort intéressant de la région qui est mis en place, Climaction. Nous, on va respecter un cahier des charges qui va vous permettre justement de bénéficier de ces aides. Et afin d'aller plus loin sur cet accompagnement et de rentrer vraiment dans l'ingénierie financière, voire aussi des enquêtes sociales, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage, comme par exemple la structure Octave qui nous a invités aujourd'hui et qu'Elie le représente. Donc tu peux peut-être je vais en parler, enchaîner juste après. Alors question, je pense qu'il est dans l'esprit de pas mal de personnes, ça coûte cher un audit énergétique? Alors il faut voir effectivement. Alors il faut savoir que dans le rapport d'audit énergétique, il y a toujours une notion de retour sur investissement qu'on va vous présenter. Là, je parle en termes de travaux. Hormis le rapport texte en fait, qui est entre 50 et 100 pages selon les copropriétés, on s'engage aussi à venir vous présenter les rapports. Donc de la même manière qu'on le fait aujourd'hui, on vient dialoguer avec vous et vous expliquer nos rapports d'audit. Par rapport à nos tarifs, ça va sur les audits, on est plutôt sur les milliers d'euros au départ, donc tout dépend du nombre de lots dont est composée la copropriété, sa typologie, sa zone géographique aussi. Nous, on est surtout le Grand Est, mais on peut aller par exemple sur une copro jusqu'à 10 lots, on est à peu près autour de 2000 €, et si après on est autour de 80 lots ou plus, là on peut très bien arriver sur les 4-5 000, voire plus de l'eau. Ça dépend aussi des systèmes de chauffage, si c'est raccordé au réseau de chaleur, s'il y a plusieurs chaufferies, plusieurs bâtiments, plusieurs entrées. Donc voilà, on est quand même sur une fourchette assez large. J'espère que j'ai quand même pu répondre à la question, mais le chiffrage se fait vraiment au cas par cas en fait selon votre copropriété. Oui, je pense que ça donne déjà un ordre de grandeur. Après, vous avez un stand dans le hall, donc si des personnes sont intéressées, je pense après on répondra avec plaisir à vos questions. Mais c'est important, tu parlais d'intervenir et présenter devant les copropriétaires. Ça, je pense, cet aspect-là est surtout pas à négliger, la communication. Donc effectivement, le bureau d'études va faire son travail. Il faut que ça réponde aux besoins. Hein, c'est pour ça que le dialogue avec les représentants de la copropriété, que ce soit le syndic ou le conseil syndical, est très important pour identifier les besoins et les pistes d'amélioration, et que vous ayez un rapport derrière qui soit exploitable. Et effectivement, tu m'as tendu la perche. À ce stade-là, c'est important de connaître les aides. On a vu le résultat, le diagramme. Nous, chez Octave, donc société d'économie mixte, on existe depuis 2018. Ça a été créé par la région Grand Est. Notre actionnaire majoritaire, c'est la région Grand Est, et des collectivités, d'autres institutions. L'objet, c'est accompagner le propriétaire dans la rénovation énergétique. Donc on a des personnes qui s'occupent de la maison individuelle et on a toute une équipe qui s'occupe de la copropriété. Notre premier travail, c'est de venir compléter l'audit énergétique, de vous accompagner dans sa réalisation et de le compléter sur l'approche financière.
pour arriver au résultat, on apporte cette connaissance sur les dispositifs pour mettre tout de suite la copropriété sur de bons rails. Donc c'est important à ce stade-là de faire appel à un bureau d'études et à nous comme à un autre. Que nous, à ce stade-là, on est gratuit. C'est plus facile à calculer, que ce soit 10 ou 80 lots. Mais c'est important d'être accompagné tout au long d'un projet de rénovation énergétique, dès cette phase-là de conseil pour définir le périmètre de travaux. Après, ça devient compliqué de rectifier le tir. Donc c'est à ce stade-là que beaucoup de choses se jouent. Et bien sûr, d'être accompagné pour la suite. Pour la suite, c'est-à-dire consolider, s'il y a un ou deux scénarios qui ressortent, faire appel à un professionnel pour accompagner la copropriété dans la consolidation de ce scénario-là. C'est le rôle d'un maître d'œuvre. Avant de laisser la parole à nos architectes, juste pour revenir sur cette copropriété-là, donc est arrivée l'Assemblée générale qui a voté la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'était après la restitution. C'est arrivé donc fin 2020. Vote de la maîtrise d'œuvre et des prestations annexes, puisque pour que le maître d'œuvre puisse faire correctement son travail, il y a toute une série de diagnostics à faire pour mieux connaître, faire un état des lieux de l'immeuble. Et ensuite, la copropriété s'appuie sur un maître d'œuvre pour aller consulter. Alors j'ai fait un petit topo, je vous laisserai le loisir de rectifier derrière, mais faire un état des lieux complet, faire des estimations de travaux dans un premier temps, pour ensuite consulter les entreprises. Moi je vois ça comme une aide à la décision, et l'étape finale c'est bien le suivi du chantier derrière. Alors juste petite parenthèse, je parle là de maître d'œuvre. Dans maître d'œuvre, on va englober des conducteurs de travaux, des maîtres d'œuvre indépendants et bien sûr les architectes. J'espère que vous n'en prendrez pas ombrage. Voilà. Je vais vous laisser la parole, Caroline et Henri, pour vous présenter. Moi, j'avais la question, c'est un maître d'œuvre. Est-ce que ça se résume à ça? Est-ce qu'il y a quelle est la plus-value? Pourquoi, je vais faire la question bête, mais pourquoi on n'irait pas voir les entreprises directement? Ça s'allume tout seul, oui. Bonjour à tous. Alors, à quoi ça sert à un architecte ou un maître d'œuvre? Ça sert à avoir une vision globale de votre bâtiment et pas seulement notre métier à la base, c'est de concevoir et de rénover des bâtiments, donc dans une action globale. C'est pas juste changer les fenêtres et isoler le bâtiment. Au-delà de ça, il y a toute une démarche. Un bâtiment, c'est votre patrimoine. C'est un patrimoine, quand on arrive à de grosses rénovations, donc il y a souvent quelques dizaines d'années, qui, sur bien d'autres aspects, n'est plus nécessairement au goût du jour. On parle là de l'aspect thermique, mais un bâtiment vieillit, les normes évoluent. C'est souvent l'occasion, sur la base du diagnostic qui est produit par le bureau d'études au début, d'avoir une vision vraiment globale de l'état de votre bien collectif, surtout que les visions individuelles ne sont pas toujours les mêmes. Donc, sur la base, nous, du diagnostic qu'établit le bureau d'études pour enclencher le mécanisme d'une décision d'aller vers une rénovation énergétique, on complète ensuite la vision, l'analyse qu'on a de votre bâtiment. On parlait des ABF tout à l'heure. Ça fait partie des interlocuteurs qui sont aussi notre quotidien. Et proposer une rénovation thermique, c'est aussi redonner un élan à votre bâtiment pour les dizaines d'années qui vont suivre, qui sont parfois en contradiction avec l'histoire d'un quartier, l'histoire d'un bâtiment. Donc c'est aller voir l'ABF, c'est discuter, c'est trouver des compromis, c'est avancer et redonner une identité finalement aussi architecturale, thermique,
électrique parfois. Enfin, vraiment, il y a toute une démarche, une vision complète. Oui, vous apportez votre expertise là-dessus. Oui, on est des gens qui construisons, donc qui avons l'habitude d'être entourés d'entreprises, qui avons l'habitude d'organiser des chantiers et qui planifions aussi dans le temps le déroulé des travaux. Isoler une façade, ça peut avoir des conséquences, alors selon les différents scénarios que vous avez proposés, avec ou sans le changement des fenêtres, avec ou sans l'isolation des toitures ou des sous-faces des caves, les conséquences sont importantes sur, par exemple, la nature des tablettes de fenêtres. L'ABF voudra une reconstitution que la copropriété ne voudra pas nécessairement. Il faut expliquer. Enfin, c'est toute une somme de petits détails comme ça qui s'enchevêtrent, et notre rôle est de trouver le chemin le plus juste pour vous, pour répondre à toutes ces exigences et en plus conserver de votre bâtiment une image rénovée qui valorise votre patrimoine à la fin. Et vous avez aussi un rôle important, c'est d'être l'interlocuteur auprès des entreprises. Vous avez tout un travail à ce stade-là de consultation des entreprises. Peut-être une question pour vous, M. Cullard. C'est quand vous allez consulter les entreprises, qu'est-ce que vous allez regarder? Au-delà du prix que les copropriétaires de toute façon regarderont aussi, quels sont vos critères de choix? Bonsoir à tous. Oui, alors, peut-être pour répondre et compléter un peu ce qu'a dit Caroline, nous, on a une vision globale du chantier à venir, et alors qu'une entreprise aura une vision très ciblée sur ce qu'elle sait faire. Nous, on est là pour coordonner tout le monde et pour faire en sorte que tout fonctionne au mieux. Alors, au niveau du choix des entreprises, ça se passe disons, à la fin de notre travail. On commence par faire un diagnostic qui détermine l'ensemble des travaux qu'on peut faire. En général, on vous soumet un choix à la copropriété avec différents scénarios pour ensuite faire des pièces écrites et aboutir à une consultation des entreprises. Pour choisir les entreprises, alors on vérifie déjà ses capacités, déjà si elle a les qualités requises, notamment elle doit être RGE pour fonctionner, pour pouvoir intervenir. Elle doit avoir les assurances aussi, et peut-être aussi on vérifie sa réputation, parce que c'est vraiment important. On va s'engager avec une entreprise d'isolation par exemple, il faut qu'elle tienne le coup suivant la taille de la copropriété jusqu'à la fin du chantier. Donc c'est un peu notre expérience aussi. Voilà. Et derrière, il y a une notion de responsabilité quand même. Vous prenez une responsabilité sur la réalisation des travaux. Alors oui, on prend une responsabilité. D'abord, on prend la responsabilité de bien mettre en œuvre les produits les qualités des produits qui sont prescrits par l'étude thermique, et aussi la qualité de mise en œuvre. Donc on vient contrôler chaque semaine. En fait, nous, on fait une réunion chaque semaine avec les différents copropriétaires et les entreprises pour le planning du chantier, mais aussi vérifier la qualité des travaux. Et là, je crois que ce qui est important, c'est que l'ensemble des gens de la copropriété soient motivés et soient présents aussi. C'est important que le conseil syndical soit présent pour cette phase-là. Oui, bon, de toute façon, ça, on ne cessera jamais de le dire. C'est d'abord la rénovation de vos bâtiments, de vos logements. Donc, il y a des compétences qui existent, mais tout se fait à partir déjà de la volonté des copropriétaires et de leur implication. Ça, c'est clair. Merci. Je complète juste être accompagné. Donc, ça, c'était la leçon numéro 2, qui ressemblait à la leçon numéro 1. À ce stade-là de l'étude, c'est pas pour mettre en avant Octave, mais dans la poursuite de notre travail, en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, il y a le volet technique géré par le maître d'œuvre, quels travaux, quelles
on pourra parler des matériaux derrière, quelle mise en œuvre, les contrôles qu'on applique, on en a parlé. Et derrière, c'est comment on finance. Et ça, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est cette ingénierie financière qu'on apporte, nous, pour aller chercher, déjà aider à mettre le curseur, comme on a vu sur la première phase, aller chercher le maximum d'aide, et ensuite s'occuper du montage de dossiers, servir d'interface entre la copropriété et les différents financeurs qu'il y a aujourd'hui. Donc ça, c'est notre rôle. On a un rôle d'information aussi sur le financement, c'est-à-dire quels prêts existent pour financer le reste à charge ou même financer les subventions. Et il y a tout un travail de communication aux côtés du maître d'œuvre aussi qui doit avoir des compétences là-dessus sur la communication. C'est un expert, mais il doit savoir aussi intervenir devant les copropriétaires, puisque à la fin, c'est quand même les copropriétaires qui choisissent. Donc pour présenter le projet, il y a des temps qui sont nécessaires. On en parlait aussi en introduction, de concertation, de communication, pour que vous, copropriétaires, vous sachiez au moins sur quoi porte le vote, que vous puissiez faire un choix éclairé. Donc ça, c'est le couple à cette phase-là de préparation, de vote des travaux, le couple qui va travailler. On parle bien sûr aussi du rôle du syndic, qui est indispensable. Il n'est pas parmi nous, mais c'est lui qui vous a invité. Il est parmi vous. Le syndic, alors je reviens sur ma copropriété. Cette phase de conception, de définition du scénario jusqu'à la consultation des entreprises, jusqu'au retour à avoir des prix fermes, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande des réunions. Il y a eu pour cette copropriété 14 logements, donc une petite opération. Il y a eu au cours de l'année 2021 plusieurs réunions pour restituer, pour faire des choix, pour faire des réorientations. Ça, c'est le travail du syndic aussi. C'est le travail du syndic de faire un peu le chef d'orchestre pour rassembler tout le monde, tenir le calendrier. Et derrière, il va s'appuyer sur les compétences techniques auprès du maître d'œuvre et financières avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce travail se conclut en préparation de l'Assemblée générale par une réunion d'information pré-AG, ça c'est nos termes à nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire systématiquement dans le projet, toujours dans un souci de communication. On retrouve le couple maître d'œuvre et AMO pour présenter l'aspect technique et le plan de financement aux copropriétaires. Réunion d'infos pré-AG, parce qu'on considère que ce n'est pas le jour de l'Assemblée générale que vous devez découvrir combien ça coûte, ce qu'il est possible de mobiliser, ce que va devenir votre balcon et votre façade, de découvrir tout ça et dans la foulée de prendre une décision. Non, il faut un moment, et c'est peut-être ça qui manque aussi dans la vie d'une copropriété, un moment d'abord de discussion, d'échange. C'est pour ça qu'on a ce temps informel. Il n'y a pas de vote à l'issue, pas à ce stade-là, mais une phase de présentation, questions-réponses, pour préparer l'Assemblée générale. Le jour où vous venez en Assemblée générale, vous savez de quoi il en retourne. Et votre avis est déjà quasiment fait, sauf retournement de situation. On n'est jamais à l'abri. Donc c'est ce qui a été fait sur cette copropriété-là. Ce qui a été présenté, je ne vais pas revenir dans le détail, mais ils sont partis sur le scénario 3, donc c'est la rénovation la plus ambitieuse, avec un gain énergétique de 48%. On était à 104 kWh par mètre carré par an. Et ce qui a été présenté, c'est à la fois l'aspect technique. Alors j'essaie de résumer dans une slide, mais c'est plus long d'habitude. Mais les différents lots. Donc là, on est sur le lot échafaudage, isolation des façades. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, c'est vrai que je suis passé un peu vite. Je voulais peut-être prendre le temps avant de rentrer dans la partie plus technique. Est-ce qu'il y a des questions sur les acteurs, peut-être des questions pour le bureau d'études? Alors il y a monsieur. Le micro arrive. Je vais revenir là-dessus. Bonsoir. Allô? C'est bon. Vous m'entendez, oui. On est en ligne. Simplement vis-à-vis des maîtres d'œuvre, une petite question. Y a-t-il un engagement, une responsabilité du maître d'œuvre envers la solvabilité des entreprises sous-traitantes pour la rénovation d'un bâtiment? Disons, on va vérifier les assurances et les sociétés,
mais l'aspect fiscal et social, mais on n'a pas de responsabilité sur leur solvabilité. Ça, en fait, c'est pour ça qu'on s'appuie un peu sur notre expérience et sur la réputation des entreprises. C'est vraiment important. Il ne faut pas, je veux dire, lors d'un appel d'offres, on va faire un classement des différentes entreprises. Par exemple, si on prend un lot comme l'isolation extérieure, on va avoir 3 ou 4 réponses. Ce n'est pas forcément le moins cher qui sera le mieux disant. Donc on va vous proposer le mieux disant selon nous, qui est l'entreprise la plus compétente et celle la mieux... D'accord, mais il n'y a aucun engagement juridique, on est d'accord. C'est-à-dire que si une entreprise plante, excusez-moi le mot, chantier au milieu, la copropriété peut se retourner sur personne. Mais c'est vrai de façon générale quand on fait des travaux, que ce soit du neuf ou de la rénovation, le choix de l'entreprise, c'est vrai qu'on s'embarque dans une aventure commune et l'intérêt d'un appel d'offres et de la rédaction d'un cahier des charges, c'est justement d'avoir des choses comparables. Une partie de notre travail, une fois que le projet est figé, c'est d'établir le descriptif des travaux et pas d'analyser ce que Pierre, Paul et Jacques auront spontanément proposé comme solution. C'est nous qui écrivons le cahier des charges, qui quantifions et qui analysons sur la base des entreprises que vous souhaitez voir consulter. Tout le monde, au niveau d'un conseil syndical, a quelqu'un qui a fait des travaux avec l'un ou l'autre. Et les entreprises qui sont consultées sont celles que vous nous exigez parce que vous les connaissez, parce que le syndic en connaît et parce que l'architecte et le bureau d'études en connaissent. En général, ce ne sont pas des appels d'offres publiés dans les journaux, donc on n'a pas des entreprises lambda comme ça qui répondent. C'est vraiment un choix qui est fermement établi. Mais ça arrive. Ça peut arriver, des plantages. C'est pas courant, mais ça peut arriver, oui. Oui, on ne le souhaite pas. Pour apporter des compléments, il y a d'une part l'assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommage-ouvrage qui est une assurance obligatoire, hein, qui permet, alors qui n'empêche pas la faillite des entreprises, hein, mais s'il y a un contentieux avec l'entreprise, ça permet la continuité du chantier. Ça, c'est important. Donc, on n'a pas un chantier arrêté grâce à cette assurance dommage-ouvrage. En plus de ça, dans certains cas, quand on a une banque, on va parler du financement après, mais quand on a une banque qui se mêle du financement de la rénovation énergétique, elle va vérifier, elle a ses fichiers pour vérifier le classement de l'entreprise, voir si elle n'est pas sur liste noire au niveau de sa solvabilité. Donc ça fait un regard supplémentaire. Mais on n'est jamais à l'abri là-dessus. Lorsqu'on fait des marchés, on fait aussi des marchés avec une forme spécifique. On appelle un DPGF, c'est donc les quantitatifs des travaux. Ensuite, on a les CCTP, c'est toute la partie description, mais on a aussi des pièces administratives, un acte d'engagement, un CCAP, des cautions bancaires. Donc voilà, l'entreprise est engagée juridiquement avec son maître d'ouvrage. Contrairement au marché privé, elle est excessivement rarement payée en avance. C'est-à-dire que d'abord, l'entreprise est choisie, elle réalise et ensuite elle envoie mensuellement une demande de règlement qui est analysée au contrôle de l'avancement et qui est analysée par vous, oui, par nous, avant de donner le feu vert au syndic. Oui, c'est nous qui établissons, puisque nous suivons le quotidien du chantier, on sait qu'il a avancé à hauteur de 10% de ce qui est réalisé, voilà. Donc, en tout cas, c'est bordé, c'est pas flou. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonsoir à tout le monde. Pour une petite question pour le DPE. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le DPE était fait par logement. Quand on voulait louer ou vendre, il fallait faire le DPE logement. Là, vous nous parlez DPE du bâtiment. Est-ce que ce DPE bâtiment prendra en relais le DPE du logement? Ou est-ce qu'il faudra toujours faire les deux? Et les deux peuvent-ils être de classification différente?
C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que vous appréciez la réponse, mais la réponse est non. C'est deux choses différentes et l'une ne remplace pas l'autre. D'accord ? Le DPE, quand on parlait, je rembobine, mais quand on parlait de la loi climat et résilience sur l'interdiction de location, ne vaut que, je pense sous votre contrôle, maître, mais ne vaut que le DPE individuel. Cette étude-là, à l'échelle de l'immeuble, elle n'est pas valable pour le propriétaire bailleur. Par contre, elle est nécessaire dans un projet de rénovation énergétique. Elle est obligatoire pour aller chercher les aides. Donc ça a c'est deux fonctions différentes. C'est deux documents différents avec deux fonctions différentes. Et le résultat peut être différent. Le résultat peut être différent. Là, Thomas, si tu veux apporter des précisions là-dessus, mais ça donne quand même des tendances. Ouais, effectivement, et puis si on va aller plus loin, il faut bien comprendre que ce qui a été présenté pour le moment, ça représente un audit énergétique qui est différent d'un DPE collectif que vous avez évoqué. DPE collectif qui va bientôt être obligatoire aussi à partir de 2023 selon le nombre de lots dans la copropriété. Voilà. Donc après, pour répondre à votre question initiale, effectivement, on a d'un côté le DPE individuel qui lui fera foi par rapport à sa classe énergétique, notamment pour la vente ou la location d'un bien. Le DPE collectif ensuite qui sera lié au PPT qui arrive là en 2023. Plan pluriannuel de travaux. Ouais, merci Elie. Et puis l'audit énergétique qui va lui servir dans le cadre vraiment d'une rénovation énergétique qui est vraiment un outil d'aide à la décision, contrairement au DPE qui est une simple, on va dire, information et qui est ensuite liée aux obligations quand même réglementaires qui ont été évoquées jusqu'alors. Il faudra préparer le porte-monnaie. Alors il y a une autre personne qui avait... Le micro n'est pas loin. Juste là, monsieur. Et après on poursuivra. Oui, bonsoir. Voilà, j'ai une question à laquelle vous aurez peut-être du mal à répondre, mais moi on me l'a posée, donc vous pouvez peut-être m'aider. En ce moment, donc, vous savez tous qu'il y a une flambée du coût des matériaux et une inflation qui, pour l'instant, n'est pas maîtrisée. Je suis donc délégué syndical dans une copropriété et j'aimerais effectuer un certain nombre de travaux, mais j'ai certains copropriétaires qui me disent « oui, mais on ne sait pas du tout où on va parce que pour le chiffrage, tout peut basculer du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe si on décide d'un certain chiffrage à un certain moment et voilà, les matériaux flambent et voilà. Est-ce qu'on est obligé de suivre vous voyez, toutes ces questions-là. Ouais, peut-être Caroline, donc, sur la question de comment on peut maîtriser au mieux l'évolution du prix des matériaux avec les entreprises. Au retour en ce moment en particulier, c'est vrai que c'est très compliqué et quand les entreprises nous renvoient, mais là aussi c'est vrai pour du neuf, c'est vrai pour de la rénovation, pour des lourdes ou pas lourdes, les entreprises mentionnent 9 fois sur 10, en plus des documents qu'on leur envoie, une durée de validité qui varie selon les lots. Alors comme il y a effectivement toujours des délais de réflexion entre le moment où l'appel d'offres est fait et où ça passe à l'Assemblée générale pour valider ces sommes et les engager réellement, en général, on redemande 8 jours, enfin pas 8 jours parce qu'il y a le délai je crois que c'est 4 semaines avant l'envoi des convocations. Donc enfin, on demande au moment le plus tardif possible que l'entreprise renouvelle son engagement. Et en ce moment, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prévoit vraiment une ligne d'imprévu qui existe de toute façon dans les rénovations, qui représente 2, 3, 4% du montant total des travaux pour absorber ces éventuelles secousses. Oui, ça c'est un conseil intéressant il faut intégrer. Donc on vote jamais sur le montant strict des entreprises, on rajoute toujours un peu de gras, oui, pour reprendre ton expression, pour les aléas et pour encaisser ce changement de prix. Mais peut-être qu'on va poursuivre et peut-être que chez Sto, on pourra avoir aussi la vision de l'évolution du marché des matériaux. Donc je reprends le fil. Donc ça, je voulais présenter le résultat, c'est une redite. Et juste avant de vous laisser la parole,
je vous présente les 3 lots d'isolation avec les montants. Donc ITE, bien sûr, ITE, isolation thermique par l'extérieur, c'était le lot le plus important. On est à presque 130 000 euros. 22 000 euros pour l'isolation des planchers bas et isolation de toiture terrasse, 36 000 euros. Je précise tout de suite pour ceux qui auraient une copropriété de 14 logements et qui sont en train de calculer combien ils vont payer, c'était des prix avant, c'était début 2000, c'était l'année 2021. Donc c'était avant impact de l'augmentation du coût des matériaux. Voilà quelques photos de l'échafaudage. Alors, Monsieur Palierne, merci d'être présent. Vous voyez sur les photos, alors vous pouvez me rejoindre, ils sont partis ici sur du polystyrène, alors le noir polystyrène graphité. Il existe d'autres types de matériaux oui, bien sur sûr. le marché. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Loïc Palierne, chez Esto, je suis chargé de développement chez Esto en national. Donc oui, en effet, vous avez 4 matériaux existants et bien sûr qui sont sous avis technique. Vous avez le polystyrène gris, qui lui est un produit assez dense, qui est en général qui fait 140 d'épaisseur pour avoir le coefficient 3,7 qui vous permet de justement avoir ces primes. Vous avez également un polystyrène également blanc qui lui est un peu moins dense, qui sera un peu plus épais que celui-ci. Vous avez donc l'avantage de ce polystyrène, c'est que c'est un polystyrène économique. Le polystyrène, c'est, on va dire, l'entrée de gamme en isolation thermique. Donc en général, sur certains ouvrages, même tous les ouvrages, quand on utilise ce genre de matériaux, on fait des bancs de coupe-feu. On ne fait pas comme les Chinois, on met rien du tout et ça flambe le plus. Sinon, ça part en incendie spectaculaire. Donc on fait des bancs de coupe-feu à tous les étages. Ensuite, qui sont en laine de roche et qui font 20 cm d'épaisseur. Vous avez ensuite, bien sûr, la laine de roche, qui, elle, on l'utilise surtout pour les ouvrages où on ne peut pas mettre de polystyrène, puisque c'est un produit qui est un peu plus cher que le polystyrène. Donc, ce produit, on l'utilise surtout. Il faut que, quand on met ce genre de produit, il faut qu'entre le premier et le deuxième étage, vous ayez 1 mètre on va dire en dimension entre le premier et le deuxième. Sinon, on peut pas, on passera toujours en laine de roche. Donc, ensuite, vous avez bien sûr la laine de bois. Donc, c'est un produit qui est biosourcé, qui limite les condensations, mais qui reste assez cher. Je vous donnais un ordre de prix tout à l'heure. Et vous avez ensuite le Résol. Le Résol, donc, c'est un produit qu'on utilise partiellement, qui se met surtout dans les fonds de loggia, puisque c'est un isolant mince. C'est un isolant pour avoir le même coefficient que la laine de roche ou que la fibre de bois, qui fera 80 mm d'épaisseur. Voilà. Et ensuite, c'est un produit qu'on utilise surtout en limite de copropriété, dans le cas où vous avez un empiètement sur une copropriété, ou une maison, ou un terrain. Voilà. Donc dans les hausses, bien sûr, on prend des hausses en ce moment tous les 3 mois, parce que le coût des matières devient exorbitant. Donc on prend en général entre 15 et 20%, là on est rendu entre 15 et 20% d'augmentation sur les matières. Sur toutes les familles Toutes les familles, même les enduits. Donc on ne sait pas, pour l'instant on n'a pas de vision, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes prêt à signer une copro, je veux dire, allez-y maintenant, parce que pour l'instant on n'a pas de vision. Voilà, on essaye de tenir nos prix au maximum, on est un peu tiraillé par les entreprises et aussi par bien sûr les fournisseurs de commandes de produits. On a beaucoup de produits aussi malheureusement qui arrivent d'Ukraine, de Russie. Donc on est impacté. On est impacté puisque après vous avez aussi des produits qui arrivent des États-Unis, un peu de partout. Voilà, ça monte dans les prix. Oui, forcément. Voilà. Alors je suis passé un peu vite sur la première diapo, je vous la remets pour revenir un peu sur les fondamentaux de l'isolation. Oui, tout à fait. Alors moi je vais vous parler aussi de l'avantage de l'ITE, parce que dans les temps qui courent, c'est quand même très important.
L'avantage de l'ITE, c'est que vous avez une économie à long terme. C'est-à-dire que l'ITE permet, je vais me mettre ici, pardon, excusez-moi, ça permet de diminuer durablement les dépenses, surtout de chauffage. C'est-à-dire que c'est un investissement qui est fait, mais qui permet quand même, qui est important, mais qui du coup vous permet surtout de contrôler vos dépenses de chauffage. Ça, c'est dans les temps qui courent, on va dire que c'est quand même important. Vous avez aussi une protection de l'environnement, puisque vous avez moins de rejets de CO2 et de gaz nocifs. Aussi, vous contribuez du coup à l'environnement. Vous avez aussi votre valeur de bien qui va justement qui va être préservée et sera valorisée dans le cas d'une revente. C'est-à-dire que même si vous arrivez à le vendre au prix marché, vous aurez beaucoup moins de négociations. Vous avez aussi le bien-être, en hiver comme en été, puisque du coup, vous avez une inertie qui est très, très, très importante, et vous avez surtout un confort. Un confort, c'est-à-dire que quand vous êtes isolé, le confort, vous l'avez derrière, mais vous l'avez devant, vous l'avez partout. C'est pas comme par exemple des radiateurs, vous allez vous mettre devant, et puis du coup, ça va vous chauffer devant, mais ça va vous chauffer devant et pas derrière. Là, vraiment, vous avez une inertie complète. Ensuite, bien sûr, vous avez une absence aussi de moisissure à l'intérieur des ouvrages. Vous avez les suppressions de ponts thermiques. Vous avez aussi la protection contre les intempéries, puisqu'on remet une enveloppe sur l'ouvrage, donc ce qui fait que votre ouvrage qui est en dessous est protégé par tous les aléas climatiques. Donc ça évite toutes les fissurations, ça évite que votre ouvrage travaille, ça évite aussi les dilatations. Donc ça permet vraiment de protéger votre ouvrage et d'être aussi d'avoir quelque chose de durable dans le temps. Vous avez aussi l'isolation phonique. Vous avez aussi les rénovations de façades dégradées, donc STO s'y prête complètement, aussi bien sur du neuf que sur de la rénovation. Et on s'adapte à l'ouvrage, puisqu'on a des parements de façade qui viennent justement décorer. Oui, je peux peut-être les afficher. Non, je ne crois pas qu'ils étaient dessus. Oui. Voilà. Ouais. Nous avons également des parements de façade, donc on peut mettre de la brique, de la plaquette. Vous avez également un produit qui s'appelle l'écochep. L'écochep, c'est de l'enduit qui est fabriqué en usine et qu'on vient recoller sur les façades. Donc ça permet de donner une petite architecture différente de ce que vous avez. Et vous avez aussi, bien sûr, dans le cas des modés nature qui s'adaptent sur l'isolation. Donc c'est-à-dire qu'on peut reprendre les modés nature existantes et les fabriquer comme elles étaient initialement. C'est de les modés nature, c'est de la silice de verre avec de la résine. Voilà, donc c'est collé et chevillé. Est-ce qu'une copropriété peut se tourner vers vous pour avoir des exemples de visuels? Oui, bien sûr. Alors nous, on a déjà un stand qui est ici, mais on peut également venir vous faire, dans le cadre d'une rénovation, venir vous faire une préconisation technique. C'est-à-dire qu'on vient, on se déplace et on vient faire un état des lieux, on va dire, de vos façades, de ce qu'on peut trouver, les fissures, l'état des lieux des balcons, des choses comme ça, et on vous rédige une préconisation technique. En coordination avec l'architecte qui est là, et puis du coup ensuite, parce que nous c'est vraiment notre cœur de métier, la façade, donc ça permet aussi en même temps partenaire aussi de l'architecte ou du bureau d'études. Voilà. Et pour terminer, juste la dernière diapo, ça c'est la préconisation technique, c'est rédigé comme ça. Voilà, vous ferez une photo globale de votre projet et on vient également faire l'état des lieux et ce qu'on va mettre comme produit et la préconisation qui sera mise et adaptée. Ça permet aussi de rassurer tout le monde. Ça, je pense qu'en copropriété, encore plus dans un projet de rénovation énergétique, le côté rassurant, il est bienvenu. Oui, Monsieur Bastard, justement, vous êtes sur votre lancée, je vous invite à me rejoindre. Donc voilà pour les 3 lots. Il n'y avait pas que ça dans le scénario. Il y avait la ventilation,
Et alors des menuiseries sur les parties communes, mise aux normes électriques, ça c'était des travaux embarqués, notamment avec l'isolation du plafond des caves. C'est l'occasion de revoir les installations électriques. Un petit peu de désamiantage, ça c'est jamais une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Et des travaux donc, qui s'élèvent à 225 000 € pour la copropriété. Je fais un zoom sur la ventilation et la question qui vient aussi, c'est on s'attaque à l'ensemble du bâtiment, mais qu'est-ce qu'on fait des chaudières individuelles? Parce que là, on parle de travaux sur l'ensemble du bâtiment, mais reste pour le copropriétaire la possible amélioration de son chauffage. Et ça, c'est votre cœur de métier aussi chez Engie Home Service. Je vais vous laisser la main pour présenter, si vous voulez, la zapette. Oui, parce qu'on va passer très rapidement sur une grande partie des très nombreuses diapositives que j'ai amenées. J'ai un peu tendance à être bavard, donc on va essayer de faire très rapide. Surveille. Oui, surveiller le maître du temps. Engie Home Service, c'est une société nationale qui appartient au groupe Engie et qui a des agences un petit peu partout en France. On en a 200 à peu près. Pour la question liée tout à l'heure aux entreprises et au risque de dépôt de bilan des entreprises dans un monde qui commence à devenir sérieusement compliqué, chez Engie Home Service, on n'a pas prévu de déposer le bilan demain. Néanmoins, pour information, même si c'est relativement confidentiel, mais tant pis, allons-y, pour la première année depuis 70 ans d'existence, on va perdre de l'argent cette année, parce que le monde est devenu extrêmement compliqué. La première chose avant de parler des chaudières murales, c'est d'abord effectivement de parler du confort des occupants. Je crois que globalement, c'est le sujet qui a été abordé par tout le monde. C'est d'abord la première des préoccupations pour vous. Qu'est-ce qui va permettre d'améliorer mon confort ? Aujourd'hui, l'État, on est au pied du mur face aux problématiques énergétiques, nous propose la sobriété. C'est-à-dire en clair, qu'est-ce qui va faire qu'on va faire des économies au détriment de notre confort ? Ça, c'est ce qu'il a oublié de dire. Donc globalement, il y a deux sujets sur lesquels d'ailleurs je vais écrire un article bientôt. Entre sobriété et efficacité, le but c'est de faire des économies d'énergie parce que cette année il y aura moins d'énergie et parce qu'effectivement il y a un problème sur le coût de l'énergie, mais il y a un problème sur la disponibilité de l'énergie. Il va falloir que tous on soit extrêmement raisonnable et je pense que la Première ministre a été très claire sur le sujet, autant que notre présidente, celui de Total et celui d'EDF. Donc globalement, tout ce qui va permettre d'améliorer notre confort, c'est extrêmement important. Ce que Loïc a dit tout à l'heure sur le confort et les critères physiologiques ou thermiques, c'est aussi qu'est-ce qui va participer à faire le confort. Est-ce qu'une chaudière murale, finalement, ça améliore le confort? Oui, mais dans la réalité, en fait, le confort thermique, c'est un savant calcul et ça doit permettre de répondre à cette question en réglant mon thermostat sur 19 degrés. Pourquoi ai-je froid dans certains appartements et pas dans d'autres? Et dans la réalité, en fait, c'est relativement complexe, la thermique. D'un côté, il y a effectivement les radiateurs qui permettent d'obtenir de l'énergie, mais on a aussi des murs qui, s'ils ne sont pas isolés, ou des fenêtres, des parois froides, vont participer à la température qu'on va ressentir. Donc on peut améliorer effectivement son confort et faire des économies d'énergie, ou tenter de faire des économies d'énergie en changeant les systèmes de chauffage, et c'est notre métier. Donc là, je suis un peu en train de me tirer une balle dans le pied. Mais dans la réalité, si on n'isole pas le bâtiment, on peut très bien mettre son thermostat à 19 degrés et ressentir 15 degrés, parce qu'on n'a pas isolé. Et parce qu'effectivement, en plus de ça, on est en train de chauffer les petits oiseaux plutôt que son appartement. Donc le critère du confort thermique, c'est le premier critère à voir pour vous, c'est effectivement comment je vais améliorer mon confort. Le deuxième critère, il est effectivement, qui n'a pas entendu parler des problématiques énergétiques en ce moment, et c'est malheureusement probablement qu'un apéritif, c'est globalement qu'est-ce qui va se passer, quel va être le futur mixte énergétique. Pas même Macron ne le sait. Et d'ailleurs, il va y avoir une modification effectivement des règles du jeu. Les règles du jeu, ce qui sous-tend tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est la PPE, c'est la SNBC, c'est tout ce qui concerne les problématiques climatiques et les problématiques énergétiques. C'est aussi notre balance énergétique. En clair, est-ce qu'on peut continuer longtemps à acheter très cher, de plus en plus cher, une énergie qui s'amenuise, qui va progressivement disparaître, nous lier à des problèmes géopolitiques qui sont gravissimes et qu'on connaît tous aujourd'hui et qui nous jettent dans la grande interrogation de qu'est-ce qui va se passer demain. Heureusement,
malheureusement, j'en sais rien, l'État aujourd'hui a décidé de mettre en place un bouclier tarifaire qui fait que finalement pour la plupart des particuliers ça a été une année où on n'a pas ressenti vraiment les choses, pendant que des entreprises déposent le bilan parce qu'eux ils ont des factures d'énergie qui sont à x10. L'année prochaine, l'État a décidé de continuer le bouclier énergétique, par ailleurs on va payer au travers de nos impôts, et on va avoir une augmentation du prix de l'électricité et du gaz de 35% minimum, parce que derrière on n'a pas expliqué les règles qui vont derrière, mais globalement c'est ça. Donc les enjeux énergétiques sont extrêmement importants. Derrière tout ça, il y a aussi les enjeux climatiques. Donc là, c'est plutôt la SNBC, le Fit for 55, c'est toutes les règles européennes, françaises, mondiales, pour faire en sorte qu'effectivement, on arrête le monde d'hier et on rentre dans le monde de demain. Un monde où on aura moins de matériaux, parce que c'est fatal, la Terre, elle fait un certain diamètre, on creuse, puis il n'y en a plus. Et puis, parce que l'utilisation des énergies fossiles, et en tant que filiale d'Engie, qui est leader en France et l'un des leaders mondiaux dans le domaine du gaz, est-ce qu'il est possible de continuer longtemps à cramer du pétrole, du gaz ou d'autres énergies fossiles, comme en Allemagne avec le charbon? La réponse est non. Il faut absolument qu'on prenne conscience de ça. L'énergie va être de plus en plus précieuse, je l'ai dit tout à l'heure, et globalement, en fait, on va transformer, d'ailleurs notre entreprise se transforme comme ça, enfin je parle de la d'Engie, on passe d'un monde où effectivement on livrait du gaz fossile, ou qu'on appelait du gaz naturel, parce que c'est joli, mais dans la réalité, effectivement, aujourd'hui, notre entreprise se transforme dans quelque chose qui est compliqué, c'est effectivement modifier cette énergie qui pèse 2/3 de l'énergie qu'on consomme en France, 85% dans le monde, par des énergies nouvelles et renouvelables, ou plutôt des énergies renouvelables, comme les éoliennes, le photovoltaïque. On considère même maintenant en Europe que le nucléaire est renouvelable. Bon, je ne suis pas tout à fait certain de cette définition, mais c'est celle qu'ils ont trouvée. C'est qu'en clair, effectivement, on va se retrouver devant un fait évident. On en aura moins et ça coûtera plus cher. Donc, c'est pour ça que la rénovation énergétique est si importante. Elle est importante pour nous aujourd'hui, elle le sera encore plus pour demain. Globalement, si on regarde ici, alors les chiffres qui sont ici à gauche datent du début de l'année. Et évidemment, même pour le bois, qui avait un coût énergétique au kilowatt en centimes, qui était relativement bas, malheureusement, il a été pratiquement multiplié par 2. Et aujourd'hui, il y a des tensions sur le bois, et en particulier sur le pellets. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'aides sur les chaudières à granulés et ou sur les poêles à granulés. Et en plus de ça, c'est l'énergie la moins chère aujourd'hui en France. Donc il y a beaucoup de gens qui ont installé ces produits-là et puis ils font des grosses réserves parce qu'on sait tous qu'effectivement les prix vont continuer à augmenter. Résultat, ceux qui produisent les pellets aujourd'hui sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Soyez raisonnables, ne consommez pas trop, on n'en a plus. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu une inflation aussi sur le bois, mais toutes les énergies ont et subissent, alors, je ne sais pas si ça fonctionne ça, oui, toutes les énergies subissent aujourd'hui des augmentations de prix qui sont absolument hallucinantes. Si on ne prend qu'un seul exemple, parce que finalement le plus compliqué c'est pour l'électricité, on a un parc nucléaire qui n'est pas en très bon état et on va manquer d'énergie. Et puis de l'autre côté, la réalité de l'achat de l'énergie pour derrière vous la revendre. Aujourd'hui, il y a le bouclier tarifaire qui nous protège quand on est individuel, pas au niveau de la copropriété par exemple si on a une chaufferie. Alors, en théorie, oui, mais dans la réalité, ça a été assez complexe à mettre en place. Mais globalement, au début de la crise, l'énergie électrique, et c'était déjà un prix relativement important pour ceux qui vous fournissent l'énergie électrique, s'achetait à 85 € du mégawattheure. Il s'est acheté au mois d'août pour les années à venir à 1 000 €. Bruno, quelle solution? Alors, les solutions, alors les enjeux financiers, tout le monde en a parlé, donc on ne va pas revenir là-dessus. Les solutions, alors maintenant pour la partie liée au chauffage. Concernant le chauffage collectif, c'est assez simple. L'État souhaite mettre en avant les énergies renouvelables et au sein des énergies renouvelables, un certain nombre d'équipements qui sont considérés eux aussi comme étant renouvelables. Donc c'est des chaudières biomasse, les chaudières qui utilisent du bois, c'est les pompes à chaleur ou les systèmes hybrides, etc. etc. Il y a beaucoup d'aides là-dessus et globalement dans une chaufferie on peut faire à peu près tout, y compris être relié à un réseau de chauffage urbain puisque ça aussi c'est préconisé par l'État.
Donc en clair, quand on a une chaufferie, jusque-là, tout va bien. Et il y a plein de solutions. Et c'est le travail du bureau d'études que de trouver les meilleures solutions pour vous. Concernant la rénovation du chauffage individuel, et c'est le cas de l'exemple qui a été pris aujourd'hui, là c'est plus compliqué parce que l'État n'avait pas prévu effectivement de s'intéresser à cette question-là. Or, il existe des millions de logements en copropriété qui sont équipés de chaudières murales, qui sont considérés comme étant finalement un bien individuel et donc qui sont traités comme tels, c'est-à-dire que par exemple l'aide principale qu'on a vue tout à l'heure avec Elie concernant la copropriété, ma prime rénov copropriété, c'est tout ce qui est dans les communs, donc pas la chaudière murale, donc on s'en occupe pas. Oui, mais il y a un petit problème. Alors, le problème qui n'a pas été évoqué, c'est que le DPE, en fait, il a deux critères. Il a un critère énergie qu'on a vu tout à l'heure, avec des améliorations qui permettent effectivement d'atteindre le C. Sauf que dans la réalité, si on ne s'occupe pas de sa petite chaudière murale à l'intérieur de l'appartement, dans la réalité, votre DPE, il ne sera pas en C. Il sera probablement en F, voire en G. Alors qu'on a sérieusement amélioré les choses, parce que le DPE aujourd'hui, c'est à la fois les critères énergie et les critères environnementaux. Or, le gaz, je dis bien le gaz naturel, aujourd'hui est une énergie qui est considérée comme une énergie qui doit progressivement disparaître. Ce qui fait que si on ne change pas sa chaudière murale pour aller vers des technologies qui permettent de faire de la performance, en l'occurrence les chaudières à condensation, on améliore très difficilement son DPE. Donc on doit absolument changer les chaudières atmosphériques d'hier par des chaudières collectives. Il y a deux cas de figure. Le premier, c'est on est sur des conduits individuels. Alors, ça peut peut-être paraître barbare pour certains d'entre vous, et c'est pour ça que le rôle du bureau d'études est très important avant même d'en discuter avec les entreprises. C'est là extrêmement simple de passer en chaudière à condensation quand on est sur des conduits individuels, parce que la décision est purement individuelle. Soit qu'on est sur une cheminée, soit qu'on est sur un système à ventouse. En revanche, et là où l'État n'avait pas prévu le coup, c'est si on est sur des systèmes collectifs, c'est-à-dire que les évacuations des fumées sont collectifs. Et là, les chaudières sont liées entre elles. Donc dans la réalité, on ne peut pas changer une seule chaudière sur le conduit pour passer sur des chaudières à condensation. On est obligé de changer toutes les chaudières. C'est-à-dire que la décision en copropriété doit se faire avec l'ensemble des copropriétaires. Et jusqu'à présent, la règle du jeu qui avait été imposée par l'État et qui vient de changer très discrètement il n'y a pas très longtemps, c'est que la décision devait se faire à l'unanimité. L'unanimité en copropriété, pareil que c'est compliqué. Donc, il y a une modification en lien avec le fait que l'État admet quand même que le fait de mettre des chaudières à condensation participe énormément aux économies d'énergie, puisque par rapport à d'anciennes technologies, dixit l'ADEME, on peut aller jusqu'à 25% d'économie d'énergie avec ces chaudières à condensation, quand le travail est bien fait, évidemment. Et l'unanimité, ce n'était pas possible. Donc en fait, tout ce qui permet en fait, de faire des économies d'énergie et tout ce qui permet d'améliorer l'empreinte carbone d'une copropriété a permis d'aller vers une voie un petit peu plus raisonnable sur la manière dont on va voter les travaux en copropriété. Et on est passé à l'article 25F. En clair, la majorité absolue. Alors, ce n'est pas le top, mais c'est déjà beaucoup mieux que l'unanimité. On peut décider effectivement de changer toutes les chaudières. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous avez récemment, ce qui malheureusement est une erreur, et même nos techniciens font cette erreur parce qu'ils sont contents de vendre une chaudière, vous avez récemment changé votre chaudière, eh bien s'il y a une décision de la copropriété pour améliorer le DPE de chaque appartement et le DPE collectif, eh bien, il va falloir de nouveau changer cette chaudière pour passer sur la technologie qui va bien. Donc si en ce moment vous avez un problème de vétusté sur votre chaudière, qu'elle commence à être malade, etc., et que vous avez l'intention de la changer en plug and play par une chaudière atmosphérique plutôt que condensation parce que vous avez un conduit machin chouette, ne le faites surtout pas. Et là, voyez avec le bureau d'études, effectivement, la possibilité ou les possibilités techniques, elles existent aujourd'hui, elles ne sont pas très chères, pour changer ces conduits et passer sur de la condensation. Et après, le dernier sujet... Ouais, juste... oui, je suis passé là. Un petit mot sur la ventilation pour terminer. Alors, avant la ventilation, il y a un sujet aussi concernant le gaz, c'est qu'il y a des évolutions là aussi réglementaires sur le fait que le gaz fossile, c'est pas bien, on est tous d'accord avec ça. En revanche, le développement du biogaz en local va permettre aussi là d'abaisser fortement. C'est-à-dire que les questions qu'on peut se poser sur demain, c'est la fin du gaz, non, c'est le début, mais d'un autre gaz, le biogaz, ou les biogaz, hydrogène, biométhane, etc., etc. La ventilation. Hop. Bon, globalement, là, je vais dire des banalités, mais elles sont relativement importantes parce que finalement, derrière ces banalités, une fois de plus, il y a des trucs pas très rigolos.
c'est que la ventilation assure une meilleure qualité d'air intérieur, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de l'air vicié, etc. etc. Jusqu'à présent, l'État ne s'intéressait pas trop à ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça coûte assez cher à la communauté, et en l'occurrence à la sécurité sociale, parce qu'en France, à cause des problèmes de qualité d'air, on a 63 000 morts par an, 700 000 en Europe. Donc globalement, aujourd'hui, l'État a mis en place tout un tas de mesures qui font que la ventilation va devenir un vrai sujet, et heureusement, parce qu'effectivement, c'est important. Alors c'est important à différents endroits, effectivement, parce qu'elle participe à éviter de tomber malade. Elle participe aussi à protéger, comme le disait Loïc tout à l'heure, avec l'isolation, le bâti face à des problématiques d'humidité. Et c'est aussi surtout parce que c'est un des premiers endroits, la ventilation, même si elle est importante, où on va avoir des déperditions d'énergie. En clair, on chauffe son logement et aujourd'hui on le chauffe, ça coûte cher. Et puis on a un système qui vient aspirer l'air chaud pour l'envoyer dans la nature quand il fait moins 10 degrés. Donc globalement, il est aussi assez intéressant de s'intéresser à la question de la ventilation parce que c'est sur des systèmes qui sont assez anciens comme celui qu'on a vu tout à l'heure, ils sont hyper déperditifs. Et aujourd'hui, il existe des solutions proposées par les industriels qui sont autrement plus performantes que ce qu'on faisait il y a 10, 20 ans. Et puis le dernier sujet, c'est la manière de contrôler tout ça, parce qu'en fait, la ventilation, ça, je ne sais jamais tellement si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Le test classique, c'est de prendre un papier toilette et de regarder qui fait ça, ou d'entretenir régulièrement sa bouche, qui fait ça. Mais globalement, on s'aperçoit assez rarement du problème. Sauf que quand on isole, comme le disait tout à l'heure Loïc, ou quand on est sur des appartements relativement récents, depuis la RT 2005, RT 2012, eh bien, dès qu'on a un problème de ventilation, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on va s'en apercevoir très rapidement parce que de toute façon, on va avoir des problèmes qui vont apparaître, et en particulier de la moisissure qui peut apparaître. Et là, c'est le début du commencement des problèmes. Donc, globalement, le moyen de vérifier à distance que le système de ventilation fonctionne bien d'un point de vue énergétique et fonctionne bien tout court, c'est aujourd'hui d'avoir des systèmes de connexion qui sont connectés à nos équipes en interne et qui permettent de voir s'il y a des variances anormales de la pression au niveau du caisson de ventilation et d'intervenir pour nous avant que les systèmes soient en panne et avant qu'on ait des catastrophes. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y a NG Home Service tient un stand juste à côté. Merci pour cette présentation. Je pense que les gens ont retenu, c'était intéressant, mais j'ai entendu une rumeur parcourir la salle quand on parlait d'étiquette F, même si vous faites les travaux d'isolation, de rénovation globale. Je me permets de nuancer quand même les propos. Il y aura une amélioration certaine de la performance énergétique de votre logement, mais ça n'enlève pas le propos qui est effectivement le DPE aujourd'hui dans sa méthode de calcul. L'étiquette est fortement dégradée quand on a encore des vieilles chaudières, alors chaudières murales au gaz ou c'est valable aussi chaudières fuel. Les émissions de gaz à effet de serre ont un impact beaucoup plus important dans ce nouveau DPE que ça avait qu'il était avant. Merci Bruno. Je vais tout de suite enchaîner avec Monsieur Cousin, parce que la question aussi qu'il y a derrière, c'est le comptage individuel. Si on veut faire des économies d'énergie, il faut mesurer tout ce qui est mesurable et peut être amélioré. Et c'est chez OCA, c'est votre métier là-dessus. C'est ça. Donc je vais déjà me présenter. Donc Monsieur Cousin, je suis représentant commercial d'OCA sur le nord du Bas-Rhin. Et donc par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer auparavant, notamment tout ce qui va être prix des énergies, aujourd'hui il y a différentes obligations qui existent, et notamment une qui est importante, qui est l'IFC, qui est l'individualisation des frais de chauffage, et aujourd'hui qui indique que tout bâtiment qui a une émission d'au-delà de 80 kWh de CO2 par mètre carré est dans l'obligation de poser des compteurs de chauffage. Donc il y a différents types de compteurs de chauffage. La première obligation, c'est de poser ce qu'on appelle des compteurs thermiques, donc qui est posé sur les colonnes aller et retour. Et dans le cas où ce type d'installation est impossible, c'est des répartiteurs de frais de chauffage qui doivent être installés dans chaque logement et sur chaque radiateur. Aujourd'hui, poser des répartiteurs ou des compteurs thermiques, ça va permettre deux choses. La première, c'est d'avoir un décompte juste de chaque consommation de chaque personne qui habite dans la copropriété. Et la deuxième, c'est de permettre à chacun de pouvoir avoir une visu sur sa consommation et dans ce cas-là, de pouvoir faire des économies de manière individuelle qui vont de l'ordre jusqu'à 15 ou 20% par an. Et au-delà de ça, après, il y a tout ce qui est compteur d'eau froide, compteur d'eau chauffage.
aujourd'hui qui ne rentrent pas dans cette obligation. Les compteurs d'eau froide, c'est une obligation uniquement pour les bâtiments qui ont été construits après 2007, et l'eau chaude, c'est pour tous les bâtiments qui ont été construits après 1974. Mais bien sûr, le cadre légal indique qu'il y a une obligation de poser des compteurs sur le fait que ça soit possible ou pas. Si ça n'est pas possible, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une visite technique qui puisse attester qu'il y a impossibilité de poser des compteurs. Alors, question, je reviens sur, vous parliez de l'obligation. Comment une copropriété peut savoir si elle est soumise à l'obligation ? Vous avez ce qu'on a dit auparavant, donc il y a tout ce qui est DPE sur le bâtiment qui va permettre... C'est le DPE qui apportera l'information. C'est le DPE qui va permettre d'apporter cette information et de pouvoir respecter du coup les différentes émissions de CO2 par mètre carré, donc sur une copropriété. C'est là qu'on va avoir le cadre pour savoir si oui ou non il y a une obligation de poser des compteurs thermiques ou des répartiteurs de frais de chauffage dans une copropriété. Très bien, merci. Vous avez un stand aussi dans le hall pour plus d'informations. On va juste prendre les 4 minutes qui nous restent, puisque bientôt il y aura le cocktail. Ah, monsieur a déjà récupéré le micro. Alors, on va ouvrir vraiment une session, parce qu'il faut qu'on termine ensuite sur l'aspect financement. Je pense que ça intéresse pas mal de personnes. On va prendre 2 questions au maximum. Allez-y. Okay. Je voulais juste savoir s'il y avait une garantie sur le but à atteindre des copropriétaires en faisant ces travaux, c'est-à-dire si l'audit classe le bâtiment par exemple en F et que dans l'audit il est marqué que si on fait l'ensemble des travaux on va passer en E ou en D et qu'à la fin on refait un DPE et on n'a pas atteint cet objectif. Oui, je comprends le sens de la question. La réponse est non, il n'y a pas d'engagement de résultat dans cette étude à l'échelle de l'immeuble. Hein, il n'y a pas d'engagement de résultat. Personne ne prend cette responsabilité. On parlait de l'opposabilité du DPE. Là, on revient à l'échelle individuelle d'un logement. Dans le DPE, on a l'état des lieux et des préconisations maintenant dans sa nouvelle formule. Le DPE est opposable uniquement dans les informations qu'il contient, pas dans les préconisations de travaux. Donc, dans tous les cas de figure, il n'y a pas de recours possible. Je parle sous votre contrôle, que ce soit bureau d'études ou Maître Young, mais aujourd'hui, il n'existe pas d'engagement de résultat. D'accord, donc ce n'est pas parce qu'on va faire des travaux au niveau du bâtiment que ça va améliorer le DPE du logement en lui-même, alors? Pas forcément. Pas forcément, tout est possible, mais si quand même faire une isolation par l'extérieur sur un logement, ça aura un impact, peu importe le type de logement. Si en plus il y a une rénovation globale, tous les appartements seront concernés. Donc s'il y aura une amélioration, après, est-ce que cette amélioration sera exactement celle qui a été annoncée théoriquement? Non, il y a de fortes chances pour qu'on ne soit pas exactement à cette valeur-là. Ok, merci. Là-haut. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner un petit éclairage, un petit zoom sur la rénovation des immeubles anciens et plus particulièrement dans le cas où des immeubles peuvent être classés, je sais pas, Neustadt par exemple, la zone Neustadt. Des choses comme ça. Alors après, je sais qu'il y a des tas de difficultés, surtout pour l'isolation extérieure. C'est-à-dire, votre question, c'est quelle solution technique il y aurait Oui, par exemple, oui, et puis un peu nous éclairer sur les spécificités, parce que là, vous nous avez montré un immeuble qui est des années 70, qui est bien oui. Un cube, quoi. Un peu. Mais quand il commence à y avoir des balcons, des moulures, y compris à l'intérieur des appartements, à l'extérieur aussi. Ouais, éclairez-nous un petit peu là-dessus. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Bon, au-delà de... Le micro est juste là. Au-delà du regard que va porter l'ABF. Hein, oui. Parce qu'on est dans une copropriété en zone Neustadt. Et c'est un bâtiment de 1895. On est à la fois propriétaire occupant, propriétaire bailleur, et mon mari est syndic bénévole. Donc on a les 3 casquettes. Vous parliez tout à l'heure de possibilité de panneaux photovoltaïques et végétalisation des toits. En zone Neustadt, on n'a pas le droit. On n'a même plus le droit de toucher au comble, il faut le savoir. Depuis qu'on est classé Neustadt, c'est très bien parce qu'on n'aura pas d'aberration architecturale dans le périmètre. C'est-à-dire que si demain un promoteur il veut
détruire un immeuble d'habitation pour faire construire un truc nouveau, il ne pourra pas le faire. Donc ça, on est protégé de ce côté-là. Par contre, on ne peut plus toucher au grenier ni au comble. Oui, non, mais de toute façon, on en parlait en introduction, hein, il y a aujourd'hui une confrontation, une opposition entre la sauvegarde du patrimoine et la question de la rénovation énergétique. On sait que sur ces bâtiments-là, le potentiel, il n'est pas énorme. Alors, je vais juste, merci pour la question, je vais juste laisser réaction et ensuite j'enchaînerai. Alors, la question est qu'est-ce qu'il est possible de faire, sur quoi on peut jouer On n'a effectivement pas de solution miracle pour le moment et je pense que le fait là que l'actualité accentue vraiment violemment et la réalité, hein, pas que l'actualité, la problématique va faire bouger des lignes. On n'isolera jamais par l'extérieur un bâtiment en pierre de taille, mais enfin, il va falloir jouer sur les vitres, sur l'isolation des combles, sur l'isolation intérieure et surtout sur le type de production de chauffage. Ouais. Oui, je pense que là, on tombe dans du cas par cas. Hein, oui, ça va devenir... c'est clair que c'est le premier gros sujet. Très bien, merci. Alors j'enchaîne juste, je suis désolé, hein, mais je pense que les ventres commencent à gronder. Ouais, mais je vous propose de poursuivre la discussion ensuite autour du cocktail. Je vais juste enchaîner et terminer cette table ronde sur la question du financement. Qu'est-ce qu'a fait la copropriété? On a vu le montant total des travaux. Il faut avoir en tête que ce n'est pas le montant total de l'opération. Il y a des prestataires derrière. On a parlé de la maîtrise d'œuvre. SPS et tout ce qui est pour assurer la sécurité sur le chantier, à la fois des ouvriers et des copropriétaires. On est sur du chantier sur site habité, la fameuse assurance dommage ouvrage et bien sûr les honoraires de syndic là-dessus. Donc sur cette copropriété, ça s'est élevé à quelques 30 000 euros, donc pour un total d'opérations de 250 000 euros à répartir sur 14 copropriétaires. Comment on finance tout ça ? On finance tout ça déjà grâce à un scénario bien construit, on l'a vu, grâce à ce scénario-là, la copropriété va chercher le maximum d'aide. Je vous ai parlé de la rénovation globale. Aujourd'hui, clairement, les dispositifs poussent à cette rénovation globale, que ce soit l'atteinte de 35% de gains énergétiques ou l'application de bouquets de travaux. Donc on était là-dessus, 250 000 euros d'opération, couvert en partie par ma prime rénov copropriété, 95 000 euros, et 35 000 euros de climaction. Il restait le reste à charge de 125 000 euros. En termes de quote-part, parce que ça c'est à l'échelle de la copropriété, en termes de quote-part, on avait deux types d'appartements, F3, F1. On est sur une quote-part aux alentours de 22 000 euros pour un appartement de plus grande taille avec cave et garage. Et pour les studios, on est sur 9 650 euros avant subvention. Ici, on a un taux de subvention qui est hyper intéressant. Taux de subvention, l'aide, elle est de 11 170 euros dans un cas et presque 5 000 euros dans l'autre. On a donc un reste à charge pour les copropriétaires. Les quote-parts des copropriétaires, c'est 10 700 euros et 4 720 euros pour les plus petits appartements. Se pose une question quand même. C'est très bien d'avoir ce taux de subvention, mais les subventions, elles sont versées quand le chantier est terminé. On peut avoir des acomptes et tout ça, mais un syndic, quand il doit payer les entreprises, il doit avoir les fonds. Donc, en l'absence de solution d'avance de subvention, le syndic, il appelle la quote-part totale. Donc là, on se retrouve dans des situations pour le copropriétaire qui peuvent être assez délicates. Pour ça, il existe des solutions. Solutions, c'est des prêts bancaires. Alors, il y a des banques qui les proposent. Là-dessus, je sais qu'il y a la centrale de financement qui est présente au salon et qui, justement, c'est son cœur de métier de chercher des solutions pour la copropriété. Donc, pour plus de renseignements, vous pourrez aller les voir. Cette copropriété, elle a mis en place un prêt avance de subvention auprès d'une banque pour avoir tout de suite le bénéfice des subventions pour que le reste à charge se résume à la partie grise. Là-dessus, c'est un prêt relais, donc il y a des intérêts qui courent. Le coût pour la copropriété, c'est 10 000 euros à répartir sur 14 copropriétaires.
Mais c'est une solution qui se met en place maintenant de manière systématique, vu les montants de subventions en jeu. Donc cette copropriété a fait ce choix-là. Donc le syndic, par sa position, a reçu cette avance de subvention et a appelé uniquement le reste à charge auprès des copropriétaires. Le copropriétaire, pour ce reste à charge, il a la possibilité soit de financer en fonds propres, d'aller voir sa banque. Pour ceux qui auraient des difficultés face à leur banquier, il y a la possibilité aussi, il y a des outils qui existent en copropriété pour mettre, en même temps que l'Assemblée générale du vote des travaux, mettre des outils pour proposer des prêts. C'est des propositions. Hein. Charge à ceux qui sont intéressés de se faire connaître auprès de leur syndic. L'avantage dans ces types de prêts qu'on appelle les prêts collectifs, c'est que c'est déjà sans solidarité entre copropriétaires. Hein. C'est pas parce qu'il y a un défaut de paiement que les autres copropriétaires vont compenser. Il n'y a pas de limite d'âge ni de bilan de santé, c'est ça qui est intéressant. Je pense notamment aux jeunes acquéreurs, aux personnes âgées. Il n'y a pas de regard non plus sur le taux d'endettement jusqu'à 20 000 € d'emprunt. Et c'est chaque copropriétaire qui va choisir sa durée de remboursement. C'est vraiment des solutions qui passent par la copropriété mais qui restent individuelles. Le remboursement, il est en direct entre l'emprunteur et la banque. Les fonds débloqués par la banque vont directement sur le compte de la copropriété. C'est le syndic qui gère tout ça. C'est-à-dire ça évite aussi des prêts qui seraient débloqués et utilisés pour d'autres dépenses que la rénovation énergétique. Donc là, c'est vraiment fléché rénovation énergétique, donc c'est versé auprès de la copropriété. C'est intéressant parce que en termes de taux, on sait qu'on est dans un contexte, pour encore remettre une couche de pessimisme, mais on a des taux qui augmentent. Ça reste quand même assez intéressant. Hein. Sur 5 ans, on est, en fonction des types d'appartements, on est entre 190 € pour les plus grands et 84 €. Je vous ai mis un autre exemple sur 10 ou 15 ans, on est à 100 ou 45 €, ou sur 15 ans, 72 € en mensualité, jusqu'à 32 € pour les petits appartements. On passe d'une opération à 250 000 €, hein, on présente 250 000 € de dépenses, résumées à, si je prends sur 10 ans, à 100 € par mois pour les plus gros appartements. Donc ça, c'est quelque chose, nous, qu'on voit en tant qu'AMO, c'est des solutions qui sont mises en place à chaque fois, en tout cas la question est posée, parce que ça peut apporter une solution, notamment à ceux qui auraient du mal à financer leur projet. Quand on a présenté tout ça aux copropriétaires, ça c'est des choses qu'il faut présenter en amont pour faire ce fameux choix éclairé, et je vais aller assez vite. En décembre, ils ont voté à 80% des tantièmes, donc une forte adhésion à cette rénovation énergétique. C'est tout ce travail de communication qui apporte aussi ce côté rassurant et ce niveau d'information pour avoir ce résultat-là. Et aujourd'hui, les travaux sont en phase de réception. Alors je vous ai mis juste le visuel de l'époque. Les échafaudages, donc les murs sont terminés. Il reste juste, il y avait un problème de fourniture sur les fenêtres de cave. C'est de l'autre côté. Mais voilà, la réception est quasi bouclée. Ça veut dire que les aides vont être débloquées et que le prêt va être remboursé. Voilà. On arrive à la fin d'une rénovation énergétique en 1h30. On peut prendre encore quelques questions dans l'Assemblée, sauf si vous êtes vraiment affamés. De toute façon, alors je vous remercie pour votre attention. De toute façon, chaque intervenant est disponible. N'hésitez pas à aller voir les stands ou à les interpeller au milieu des petits fours. Merci encore pour votre attention. Et merci aux... Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci à vous d'être venus. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Maintenant, merci également aux adhérents de l'UNIS qui ont participé à l'organisation de cette soirée. On vous attend pour le cocktail. N'hésitez pas à nous retrouver là-bas et à continuer à poser des questions. Merci.